Donc bonsoir et bienvenue pour cette première manifestation de l'association Comprendre notre époque au sein de la MJC de Villeurbanne, que nous remercions pour son accueil et avec laquelle nous espérons continuer à travailler, à échanger. Alors ce soir, le propos c'est de vous présenter et de débattre ensuite sur un livre de Miguel Benassayag, que je vais présenter brièvement au début, et qui s'appelle « Fonctionner ou exister » avec un point d'interrogation. Pourquoi? Alors, je vais vous présenter d'abord l'auteur, et ensuite je vous indiquerai pourquoi il nous a intéressés dans le cadre des buts de notre association. Alors, Miguel Benassayag est philosophe, psychanalyste, il est chercheur en épistémologie. Épistémologie, c'est l'étude critique des sciences et de la connaissance scientifique. Il a une œuvre conséquente depuis pas mal d'années de réflexion et d'analyse sur notre époque. C'est en ça qui nous a intéressés. Je vais vous donner quelques titres évocateurs de son œuvre, des sujets comme la tyrannie des algorithmes, souffrance psychique et crise sociale, le mythe de l'individu, de l'engagement dans une époque obscure, la singularité du vivant. Inutile de vous dire que Miguel Benassayag est assez critique par rapport à ce qui se passe dans notre époque. Et dans ce livre « Fonctionner ou exister », il reprend un certain nombre de ses thèmes de prédilection. Il nous interroge sur notre place et notre engagement dans l'époque. Il nous interpelle. En introduction de cet ouvrage, « Fonctionner ou exister », Miguel Benassayag n'oppose pas, en fait, contrairement à ce qu'indique le titre, fonctionner à exister. Il défend le fait qu'il faudrait les unir, mais sans les confondre. Et l'idée que, quand même, fonctionner serait plutôt au service de la vie et ne devrait pas prendre le pas sur notre existence et sur le fait d'exister. C'est un peu le thème, en tout cas, ce que moi j'ai retenu de l'ouvrage. Pour lui, la confusion entre fonctionner et exister vient du fait que les processus de l'existence, il les définit par tous les processus de la pensée, la création, le jugement, l'intention, l'amour, la fragilité du vivant, la culture, la question du sens, la beauté de la vie, mais aussi, ce qui est un peu évacué aujourd'hui dans notre époque, c'est la négativité, le non-savoir et la finitude. Dans cet ouvrage, l'auteur explore 4 champs significatifs de cette confusion actuelle entre fonctionner et exister. Le premier champ, c'est le traitement que l'on fait aux jeunes dans nos sociétés. Le deuxième thème, c'est le traitement des anciens dans notre société. Le troisième thème, les analogies entre l'humain et la machine. Et le quatrième thème, la réduction de l'humain à un profil, au détriment d'une personne consciente, critique et complexe. Enfin, il ouvre des pistes pour sortir cette confusion entre fonctionner et exister, et c'est par ces pistes que je terminerai la présentation. Donc 4 champs à explorer et présentation des pistes, et ensuite nous pourrons discuter, débattre, critiquer aussi les thèmes de l'auteur, et dans l'association, c'est aussi pas tant les opinions que le renvoi à l'expérience vécue. Est-ce que on se sent plus, à certains moments, plus fonctionner au détriment d'exister? Est-ce que l'existence... voilà, on débattra là-dessus ensemble. Le premier champ exploré, ce sont les jeunes. Pour l'auteur, la personne jeune, c'est quelqu'un qui explore les possibles, pour lequel la vie n'est pas planifiée comme un voyage organisé, qui n'envisage pas la vie comme une ligne droite. Pour lui, au contraire, c'est quelqu'un qui se dépense, qui risque, qui n'évalue pas ses actions en termes de coût-bénéfice. Bref, pour le jeune, l'objectif de la vie, c'est la vie elle-même. Et pour l'auteur, aujourd'hui, fréquemment, éduquer les jeunes aujourd'hui, c'est dans une éducation purement utilitariste. Pour lui, les jeunes se retrouvent face à un monde dur, effrayant, qui va les mettre en fragilité, et qui va les pousser plus à fonctionner qu'à exister. Aujourd'hui, on apprend aux jeunes à se fondre dans le moule, dit-il, de la société de la performance.
Il prend l'exemple de parents désespérés parce que leur adolescent de 17 ans hésite sur son orientation professionnelle, s'en désintéresse, s'engage dans un cursus avant de l'abandonner, décide de prendre 1 ou 2 années durant lesquelles il va emprunter des chemins de traverse. Autrement dit, ce que fait le jeune, c'est chercher à exister. On lui apprend, d'après l'auteur, au jeune à survivre dans un certain confort, au prix de ne jamais se rappeler de soi-même et de tout ce qui fait son existence. Voilà, comme vous l'aurez compris, l'auteur est assez critique et on pourra discuter de cet apport-là, mais ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'il nous interpelle en fait. Voilà pour les jeunes. Pour le deuxième champ, les anciens. Alors pour Miguel Benassayag, aujourd'hui, il y a une perte actuelle du lien conscient entre ce que peuvent apporter les anciens, leur expérience, leur histoire, et ce que vont continuer les plus jeunes pour déployer le futur. Une espèce de perte de conscience du devenir commun de l'humanité. Selon lui, ce lien entre les générations disparaît progressivement aujourd'hui. La déconsidération des anciens serait liée à cette perte. Pour l'auteur, sentir ce lien qui unit les générations, c'est aussi se sentir touché, affecté directement dans son être par les guerres, les génocides, les tragédies qui traversent le monde. Ce que Miguel Benassayag appelle le sens du tragique. Autrement dit, et je le cite, « Tout ce qui m'est arrivé ou m'arrive, ça arrive aux vivants, j'ai participé au monde et à la vie. » Et pour lui, la personne vieillissante est non reliée, d'où découle un sentiment de solitude, avec le seul horizon de sa vie qui peut devenir « après moi le déluge ». Et là, je cite l'auteur. Quelle est cette société qui ne valorise plus la sculpture de la vie, qui est sculpture dans le corps, dans la mémoire corporelle, dans l'expérience, dans les blessures, dans les puissances de la vieillesse? Je referme les guillemets. Il nous questionne, quel est notre regard collectif face à la vieillesse, pris que nous sommes dans nos fonctionnements. Alors, nous avons eu un débat sur le sujet il y a quelques mois, où on avait approfondi ce thème. Troisième champ exploré, la métaphore de l'humain-machine. 2 angles. Premier angle, la technique qui évacue la négativité pour mieux fonctionner. Et deuxième angle, la confusion entre les organismes vivants et les machines. Alors d'abord la technique et la négativité. Pour Miguel Benassayag, dans l'évolution des espèces et de la vie sur Terre, l'incorporation du négatif ne s'appelle pas négatif. Ce sont des mécanismes d'autorégulation sous contrainte qui ont permis l'évolution des espèces. L'auteur souligne que c'est en se trompant, en se frottant aux difficultés, aux obstacles, en recommençant, en expérimentant, que l'humain va acquérir de la profondeur, développer sa puissance d'exister. Et selon lui, les sociétés non modernes, entre guillemets, il met des guillemets, non occidentales, incorporent organiquement le négatif au reste, au positif. La mort, la maladie, la tristesse, la perte font partie d'un tout et participent aussi de l'existence. Et pour lui, aujourd'hui, il y a un véritable refoulement de la négativité. Nous vivons, et c'est là qu'il fait le rapprochement avec le fonctionnement de la machine, nous vivons dans un monde où le fonctionnement devrait être sans faille. Et il l'écrit avec un point d'exclamation, nous devons fonctionner. La technique ne tolère pas la négativité, qu'elle assimile à un dysfonctionnement. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Conséquence, pour que les systèmes fonctionnent bien, il faut de plus en plus éliminer le facteur humain. Et ce désir que des machines fassent et décident à la place de l'humain pour éviter toute erreur ou de dysfonctionnement, c'est un fonctionnement qui empêche de développer son existence et sa puissance. Les voitures qui conduisent à la place du conducteur, la maison qui est gérée automatiquement, on évite les épreuves, les difficultés, les réflexions inutiles. Bref, selon l'auteur, en gérant à l'excès notre santé, notre forme physique, notre emploi du temps, notre bien-être, et en cherchant à gommer tout dysfonctionnement, nous nous voyons, et il le souligne, et nous gérons comme des machines à fonctionner. Deuxième angle sur la métaphore homme-machine, c'est la confusion entre les processus du vivant, qu'il appelle organique,
et les machines, qu'il appelle artefacts. D'après Miguel Benassayag, aujourd'hui, pour un certain courant de pensée, il n'y aurait pas de différence qualitative entre les processus du vivant et ceux des machines et programmes de l'intelligence artificielle. Certains espèrent bientôt pouvoir recueillir toute l'information du cerveau d'un humain pour le transférer sur un disque dur qui échapperait à la corruption des corps. Toute la mémoire accumulée par un être humain échapperait ainsi à la mort et à la disparition. Or, selon des études techniques scientifiques récentes en neurosciences, le cerveau est sculpté et recycle en permanence et de façon globale ses neurones en fonction de ses activités intellectuelles et physiques. Le cerveau, d'après ces études, a besoin du corps pour se développer et se transformer en permanence. Par exemple, un enfant qui apprend à calculer une racine carrée verra son cerveau sculpté par cette opération physiologiquement et anatomiquement via le développement de nouvelles connexions. Ce processus produira de nouveaux possibles et en éclipsera d'autres. Alors que l'étudiant qui appuie sur un bouton pour obtenir cette même racine carrée, comme on le fait souvent d'ailleurs, ne sculpte pas son cerveau. Si je utilise une calculette, je ne sculpte pas mon cerveau. Il ne fait que fonctionner, il appauvrit ses potentialités. Le devenir de l'existence, en conclut Miguel Benassayag, n'est possible que par l'expérience complète, émotionnelle, corporelle et symbolique, donc ce qui fait sens, et il y a un recyclage neuronal et global qui sculpte le cerveau en lien avec l'expérience. Nous sommes loin de la modélisation du fonctionnement d'un ordinateur. Pour Miguel Benassayag, la mémoire humaine est une mémoire sculptée car la vie est une auto-sculpture du vivant. Cette sculpture, autant symbolique que corporelle, est le fondement de notre identité. Enfin, et il le dit, il réinsiste là-dessus, le cerveau n'est pas un disque dur, n'en déplaise aux tenants de cette analogie. Il fait partie d'un ensemble organique humain, corporel, vivant des expériences, et nous pouvons développer sa puissance qu'en s'appuyant sur les limites de l'organisme dans son milieu. Quatrième et dernier thème exploré, qui est très intéressant et qui est beaucoup développé après dans son livre sur la tyrannie des algorithmes, hein, c'est le glissement actuel de la personne, de l'individu, vers le profil. Voilà, c'est très intéressant cette notion de profil. Vous allez voir pourquoi. Pour lui, il y a d'abord une première façon riche, dense et qui correspond à l'existence de voir l'être humain, c'est de le voir comme une personne, avec sa profondeur, son opacité, sa complexité, en lien subtil et complexe avec les autres et les situations, qui est pleinement dans ce mode d'exister. La personne, en plus, n'est pas isolée, elle est en profonde interrelation avec les autres et le monde. Il y a une deuxième façon de voir l'être humain, qui est l'ère de plus de l'individualisme, c'est de le voir comme un individu, séparé des autres, qui se pense et qui agit comme s'il était autonome, qui pour l'auteur croit pouvoir exister seul mais existe un peu moins, car se voyant séparé des interactions avec les autres, des situations, il en a fait un livre aussi qui s'appelle Le mythe de l'individu. Il est un peu à contre-courant, peut-être d'un certain nombre de courants, mais lui il dit en gros, voilà, l'individualisme, ça peut nous mener aussi dans l'impasse. Et là où c'est intéressant, c'est que l'auteur considère qu'aujourd'hui nous sommes en train de passer de la vision de l'être humain comme un profil. Alors c'est quoi un profil ? Pour lui, un profil, c'est que toute intériorité qui implique une part d'opacité est mal vue et même suspecte. Les études, les sondages, les statistiques ramènent les personnes à des profils de comportement. Pour l'auteur, évacuer tout le sens de la densité d'une personne, le profil ne le prend pas en compte. En fait, il dit que ça amène structurellement une perte d'épaisseur. Alors avec les algorithmes, on peut prédire avec une bonne précision si une personne va avoir tel ou tel comportement d'achat, de voyage, il cite même dans son livre le fait au bout de combien d'années elle va divorcer, etc. Mais sans savoir les raisons profondes, les motivations de ces comportements. Et alors le piège, pour l'auteur, c'est que plus l'humain se voit comme une série de profils, sondages, comportements, etc., plus ces comportements se rapprochent de fonctionnements prévisibles, il se colle à ça et du coup, il répond à la commande sociale. Donc il perd de l'épaisseur.
Et cette fantastique capacité actuelle à connaître et reproduire les fonctionnements superficiels des algorithmes devient un piège. Nous finissons par avoir l'illusion que les fonctionnements modélisés sont la chose. Et donc, il y a une seule chose qui résiste pour Miguel Benassayag dans cette recherche au fond de soumission de l'être humain à passer la personne opaque, complexe, dense, mystérieuse, au profil dont le comportement est prévisible, etc. Ce sont les corps. Il dit les corps sont toujours ce reste qui résiste, qui ne finit jamais tout à fait de se plier au bon fonctionnement. Quitte à dysfonctionner, à tomber malade, à refuser le formatage et à s'exprimer pour exister. Il dit que la dynamique propre des corps n'est pas réductible aux fictions des fonctionnements modélisés. Voilà donc pour le quatrième propos. La cinquième partie de la présentation de l'ouvrage, l'auteur présente des pistes qui lui sont propres, que je connais assez bien pour avoir étudié depuis longtemps cet auteur-là, pour sortir cette confusion entre fonctionnement et exister. Il appelle ça le défi situationnel. Il s'appuie sur Spinoza. Miguel Benassayag est un grand exégète de Spinoza pour notre époque. Alors, c'est quoi la partie de la pensée de Spinoza sur laquelle il s'appuie? Spinoza, s'intéressant à la connaissance, disait qu'il y avait 3 genres de connaissances. Il y avait la connaissance qui prend en compte le point de vue des situations. C'est celle qui permet de... Excusez-moi, j'ai pris dans l'autre sens, je vais reprendre, je comprends peut-être au montage, je vais aller crescendo. Le premier genre de connaissance pour Spinoza, c'est celui où on se connaît soi et les autres juste par la perception des phénomènes, c'est-à-dire le soleil émet de la lumière, ici on a un éclairage de ce type-là, il fait bon, voilà, on connaît directement par nos sens et sans forcément avoir de réflexion sur le sujet. Ensuite, il disait qu'il y avait un deuxième genre de connaissance, c'est de comprendre la cause des phénomènes, qui a beaucoup été développé finalement dans les sciences dures, avec l'époque de Newton, etc. Il prend l'exemple, si la pomme tombe de l'arbre, c'est à cause de la gravitation, un effet a toujours une cause, etc. Et le troisième genre de connaissance, alors ce que dit Miguel Benassayag, c'est que ces 2 premiers genres de connaissances ne permettent pas de déployer, selon lui, pleinement l'existence, mais plutôt de comprendre les fonctionnements. Alors, premier, comprendre pas beaucoup, le deuxième, un peu plus. Et ce qu'il dit, c'est que le troisième genre de connaissance, c'est en s'éloignant de soi, en prenant le point de vue de la situation, le point de vue du monde, hein, qui n'existe que dans chaque situation, et en agissant en conséquence, on n'est plus piégé par ce qui nous arrive. On arrive à être sensible à davantage de choses, davantage de dimensions. Autrement dit, on n'est pas juste effet-cause, mais on prend en compte la situation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la situation? Il y a d'abord le corps, qui est notre première situation. Ensuite, il y a ce qu'il appelle la donne de départ. La donne de départ, c'est quoi? Notre âge, la génétique, notre contexte géographique, historique, notre culture d'appartenance, nos tendances, nos pulsions, nos fantasmes. Et avec cette donne de départ, ce que dit Miguel Benassayag, c'est que on habite en permanence de multiples situations que nous transformons, c'est ce qu'on essaye de faire là, finalement, en parlant, et qui nous transforment en permanence. Il y a cette espèce d'aller-retour. Et il parle du fait de sculpter et d'être sculpté par les situations. Alors j'ai mis du temps, moi, à comprendre ça, et je ne suis pas sûr on peut le comprendre tout de suite, mais la puissance de ça, c'est que si je prends en compte les situations, à ce moment-là, c'est là, pour Miguel Benassayag, que se situe le véritable développement de l'existence et l'expression de la puissance qui s'en libère. C'est ça qu'il dit. Et alors, il oppose les situations à la prise en compte avec les croyances. Tout à fait intéressant. Il dit qu'il nous explique juste comment fonctionner. Je trouve que c'est un raccourci merveilleux. La croyance nous explique comment fonctionner. Selon lui, les situations à vivre, à affronter, ne sont pas toujours simples. Elles exigent ce qu'il appelle le courage de l'existence et ce qui n'est pas écrit dans la croyance. Et la situation met à l'épreuve la croyance. Il parle de défi situationnel. C'est dans une situation concrète la possibilité d'assumer les défis que cette situation nous pose.
et qui passe par la question du sens de cette situation. Et alors là, il a un moment lyrique, puisqu'il cite Phèdre de Platon. Il dit, face à ces défis situationnels, nous devrions être à l'écoute de la démangeaison des ailes. Cette démangeaison qui nous pousse à actualiser les potentialités de la situation et qui représente une chance incroyable. Cette démangeaison qui nous appelle à l'effort de nous envoler, à déployer notre puissance d'agir. Pour lui, c'est réaffirmer la joie d'expérimenter que nous participons à une vie qui se manifeste pleinement dans chaque situation. Alors je vais finir avec quelques propos de la conclusion de Miguel Benassayag, et je vais citer simplement ce qu'il écrit. Voilà, je vais lire tout simplement, et pas de résumé. Je n'ai pas voulu opposer le fonctionner et l'exister, j'ai au contraire montré la nécessité de la conflictualité qui doit demeurer entre ces deux modes d'être, entre ces deux dimensions de la vie. La tentation du fonctionnement optimal, fitness, performance, augmentation de soi, etc., prend naissance et se nourrit de la peur dans laquelle vivent nos sociétés. Céder à la peur, se réfugier dans le fonctionner, implique d'écraser le désir d'exister qui se fonde sur la fragilité du vivant et de l'existence. Entrer en amitié avec notre fragilité, voilà l'aventure qui nous est proposée par notre époque. Nous devons apprendre à articuler sur un mode de mise en tension, en articulation sans les confondre, les savoirs techniques et l'expérience, en gardant à l'esprit la profonde différence qui subsiste entre ces deux dimensions. Ce petit livre s'est voulu un sourire pour ceux et celles qui sont pris par la dure réalité du monde, avec la certitude que la vie continue, qu'il n'est pas vrai que nous devons renoncer à la vie pour accepter la discipline du fonctionnement. Ceux et celles qui sentent la démangeaison des ailes, qui sachent que dans cette démangeaison qui perturbe le fonctionnement, se cache le cadeau d'exister, donc de vivre. Fin de citation. Merci beaucoup pour cette écoute, et maintenant nous allons pouvoir échanger, et je vais un peu vous interpeller dans l'esprit de notre association en disant, au-delà des opinions, qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça touche en vous, est-ce que ça répond à une expérience, est-ce que vous trouvez que l'auteur exagère, qu'il est trop critique, qu'est-ce que ça vous fait dire dans votre vie autour de vous, le fait d'être conscient d'exister ou d'être pris dans des fonctionnements, voilà, ça suscite plein de questions et d'interrogations. Et voilà.